pourquoi faire une prothèse totale de genou alors qu'on pourrait faire une unicompartimentale médiale? On parle bien de ce qui est du côté interne, et ça c'est quand même assez important. Alors je pourrais vous montrer cette photo, HLS2, donc vieille génération, toute polie, 26 ans de follow-up, pas un seul décèlement, et puis cette belle prothèse unicompartimentale, 14 mois après, toute cassée. Alors on peut se dire, bah voilà, la raison c'est parce que ça marche pas. On peut lire aussi la littérature, et il faut lire toute cette littérature. Il y a beaucoup d'articles sur l'un contre l'autre, et la littérature quand même, des fois, elle n'est pas toujours juste, et parfois elle est un peu biaisée par les promoteurs, par des envies de passer un message ou non. Donc la littérature, faut aussi parfois s'en méfier. On se rapproche des registres nationaux, et ça, quelque part, c'est quelque chose d'intéressant qu'il faut lire aussi avec circonspection. Et dans ces registres, on peut trouver des études qui vont dire le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Et sur un même article, on peut dire que la prothèse totale de genou est bien meilleure, parce que le taux de révision est quand même beaucoup plus important pour les unicompartimentales, mais on peut dire aussi que le verre est à moitié plein, parce que la révision de ces prothèses, finalement, les résultats des prothèses unicompartimentales est quand même parfois meilleur, en tout cas sur le plan fonctionnel, quand celles-ci ne sont pas reprises, évidemment. Et puis on peut dire que la meilleure chose, c'est de remplir le verre, et puis d'essayer de voir comment on peut faire que la prothèse unicompartimentale marche bien. Et on se rend compte qu'il y a des choses qui sont finalement très subjectives. C'est comment vous êtes fort en chirurgie, comment vous êtes participant et que vous avez dessiné un implant et que vous voulez promouvoir cet implant et que votre compagnie derrière vous pousse, et puis que ça peut terminer sur des évaluations un peu subjectives. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont importants, et vous avez entendu ce matin un débat très intéressant qui peut vous conduire à préférer une prothèse totale du genou plutôt qu'une unicompartimentale. Et là on est sérieux et on regarde aussi les résultats. Alors quand il y a une rupture du ligament croisé antérieur, très sincèrement, on peut se poser la question de faire une unicompartimentale, et on est dans une zone à risque. Si on a un BMI élevé, là aussi on est dans une zone à risque, et même très à risque. Là on est un peu moins à risque, la déformation en varus, avec tout ce qu'on entend sur le kinematic alignment. On se rend compte que plus ça va, plus on met les prothèses un petit peu penchées. Et puis il y a des choses qui sont alors tout à fait discutables, subjectives et intéressantes, qui sont des considérations cliniques. Alors je vais revoir un tout petit peu ces différentes choses, et la rupture du ligament croisé antérieur chronique, eh bien, il faut savoir que quand on est un chirurgien du genou qui fait à la fois du ligament croisé antérieur et des prothèses, on s'intéresse à tous les articles, à toute la littérature, et on se rend compte que quand on a une translation antérieure en appui monopodal, la greffe du ligament croisé antérieur ne va pas la corriger. Et donc ajouter une greffe du ligament croisé antérieur à une prothèse unicompartimentale, eh bien, on s'expose à probablement un échec. Et quand il y a une translation antérieure fixée, très certainement la prothèse totale de genou est bien adaptée. Alors on peut dire, non, moi je vais combiner, je vais faire une reconstruction associée, mais l'argument numéro 1 de l'unicompartimentale, c'est quoi? C'est de faire une chirurgie légère, pas invasive, où on a une rapid recovery, et là on va ajouter encore une chirurgie du ligament croisé antérieur, et je peux vous dire que quand on se fait opérer le croisé, c'est quand même pas tout à fait simple le post-opératoire. Et puis on peut dire, ouais, mais si j'ai fait le croisé, je vais modifier un peu la slope, la pente, je vais diminuer la pente tibiale, je vais diminuer les contraintes. Mais comment pouvez-vous être crédible de dire qu'on va diminuer la pente alors qu'on apprend aux internes, à tous les jeunes chirurgiens, qu'il faut toujours respecter la pente tibiale quand on fait une unicompartimentale? Donc c'est pas tout à fait logique, c'est un peu aberrant, on va dire. Et faire un croisé antérieur sur un plateau plat, sans ménisque, vous l'avez entendu par Philippe Néret ce matin, c'est dangereux.
Le BMI. Alors le BMI, quand on a des gens obèses, eh bien ils ont toujours un niveau d'activité physique faible, ils ont toujours une limitation de la mobilité, parce qu'ils ont des grosses cuisses, et ils ont des expectations plutôt faibles, et puis on sait que leurs hanches ont bien ramassé aussi, sont usées, on sait que leur durée de vie est effectivement peut-être un petit peu plus courte, et puis on prend le risque d'une réopération et c'est toujours difficile de réopérer quelqu'un d'obèse. Donc en fait, ces trois éléments, c'est exactement ce qu'on ne veut pas quand on fait une uni, quoi. Donc c'est peut-être pas tout à fait logique de faire une prothèse unicompartimentale quand on est en BMI élevé. Alors le varus, la déformation en varus, c'est un peu plus discutable. On peut être un peu plus large sur les indications. Il est certain que si on a un varus constitutionnel de plus de 10 degrés, ça commence à être franchement dangereux. On sait que si on met un axe à 180 sur un membre inférieur, eh bien on va charger 65% du compartiment médial. Donc on peut s'exposer, en particulier si l'os est un peu ostéoporotique, à un décèlement précoce de cette prothèse unicompartimentale. Donc la déformation constitutionnelle qu'on analyse en regardant le patient debout et couché, en faisant des radiographies en stress, est fondamentale et va peut-être vous pousser à faire une prothèse totale du genou. Et puis il y a d'autres considérations, beaucoup plus subjectives. La fémoro-patellaire, la façon dont vous opérez, si vous êtes bon ou pas, ou moins expérimenté. Est-ce que vous croyez vraiment dans la prothèse unicompartimentale et surtout, qu'est-ce que veut votre patient? Ça, c'est important. Alors, la patellofémorale, j'en dis un petit mot, on en a parlé tout à l'heure. Premièrement, est-ce que vous avez vraiment une vue axiale à 30 degrés? Parce que souvent, les gens n'ont pas une vue axiale à 30 degrés. Regardez ces petits ostéophytes se remodeler, c'est intéressant et ça vous donne des informations sur l'état de cette articulation. Les signes cliniques, franchement, c'est pas vraiment important et on le sait bien dans les ostéotomies que la douleur aux escaliers n'est pas fondamentale et n'est pas contre-indiquante pour cette chirurgie. Et puis, il y a des choses objectives, il faut revenir aux bases. Est-ce qu'il y a une dysplasie de trochlée? Est-ce que vous avez une rotule haute? Parce que ça, c'est important. On sait que ça donne de l'arthrose fémoro-patellaire. Donc, c'est tout à fait une cause d'échec futur de votre unicompartimentale. Donc, si vous avez une dysplasie de trochlée, si vous avez une rotule haute avec un conflit d'engagement, eh bien, la prothèse unicompartimentale est franchement dangereuse et, à mon avis, déconseillée. Et puis, il y a des choses tout à fait subjectives. C'est est-ce que je suis confiant dans mes mains? Est-ce que j'ai bien l'expérience? Est-ce que je crois dans cette technique? Et puis il y a plein de choses, c'est-à-dire que l'unicompartimentale incontestablement a besoin d'expérience. Il y a une learning curve, comme on dit. Il faut avoir des bons instruments pour faire une prothèse unicompartimentale et les ancillaires sont importants. Alors peut-être que la robotique, la chirurgie assistée par ordinateur, le PSI peuvent résoudre ces problèmes. L'avenir le dira. Enfin, la chirurgie assistée par ordinateur, c'est déjà bien vieux, le PSI c'est bien vieux, la robotique c'est tout neuf, et on sait quand même que quelque part on n'est pas certain que ça apporte un plus, mais ça fait bien réfléchir, et en tout cas ça c'est un élément fondamental et important. Et enfin il faut connaître la technique qu'on va mettre en place, enfin la prothèse qu'on va utiliser. Donc si vous n'avez pas toutes ces données là dans vos mains, il est certain que pour la sécurité de votre patient, une prothèse totale du genou est peut-être une solution intéressante. Et puis le dernier élément, le plus important, c'est votre patient. Quel est votre patient et comment est ce bonhomme ou cette dame qui est en face de vous et comment vous allez l'analyser. Alors vous pouvez le tester après avoir fait l'évaluation objective et puis dire qu'il correspond parfaitement bien à une bonne indication de prothèse unicompartimentale, qu'il rentre bien dans ce cadre bien serré de la prothèse unie. Et là vous allez voir qu'il y en a un qui sera tellement content qu'on lui propose une prothèse unie qui dira oui, et là vous pouvez y aller parce que vous êtes en confiance, il vous croit, il va vous suivre. Et puis il y a celui qui est suspicieux et qui dit oh mais j'ai entendu que c'est peut-être mieux une prothèse totale, et là très sincèrement il vaut mieux faire une prothèse totale de genou. Mais si vous êtes très enthousiaste, il faut venir certainement nous voir à Milan au congrès de l'ESCA en mai. Merci.